Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières pour un blitz qu'on a enregistré durant le passage de Fred Saint-Gelais il y a quelques semaines. On a du vent dans le studio dans cet épisode-là, alors si vous entendez comme des fantômes, c'est ça. Vous n'êtes pas hanté vous-même, c'est juste du vent dans notre studio qui siffle en arrière. Et aussi, si vous écoutez ça vendredi matin, samedi suivant, Gabriel ramène les soirées marrantes au bistrot in vivo. Alors allez voir ça, c'est super le fun. Savourez ce blitz avec Fred Saint-Gelais et on revient avec une formule classique Gabriel, Pierre-Luc et moi-même la semaine prochaine. Bienvenue à Trois-Bières pour un épisode blitz. Nous continuons un épisode que nous avons enregistré un petit bout avec notre superbe invité Fred Saint-Gelais. Me voilà donc superbe. Exactement. Ça va? Avec Gabriel à côté de nous. Aussi, je suis là. Non moins superbe. Et moi, c'est Yannick qui est généralement là. Alors c'est ça, on continue. Et généralement superbe. Merci, c'est très généreux. Non, mais c'est vrai que le mot superbe est sous-utilisé, fait que j'essaie de donner un peu d'exposure. On le ramène, on le Le ramène. dernier qui avait fait ça, c'est le directeur de Radio Enfer et il a pas réussi à le job une fois. Ah, D'accord. mais oui, Monsieur Giroux. Oui. Voilà dessus qu'on est plus efficace que lui. Exactement. Alors, on continue notre blitz à saveur musicale avec Fred Saint-Gelais. Alors, Fred, vas-y, pige un sujet et qu'on en discute dans une bière. Que pensez-vous des artistes qui font plus de reprises que de compos? Ça nous vient de François Saint-Onge. Non, je trouve ça le fun. Je trouve que t'as pas besoin de cogner chez eux pour rentrer chez lui. Il arrête de dire quelqu'un. La. T'étais prêt, hein? Oh my god. Mais non, pour de vrai, récemment, je suis allé voir le groupe sur YouTube qui s'appelle The Postmodern Jukebox. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des reprises, mais ils font comme si c'était des 50s. Fait qu'ils font dans Trip Chop ou des tunes récentes de Talk Dirty, de Jason de Slow, de Bad Romance, ou peut-être même des tunes Pokémon de son jazz. Fait que c'est Pokémon version jazz, hein? c'est vraiment cool. Pour vrai, j'ai été Cabaret Island il y a 2 semaines, puis c'est nice. Fait que moi, je suis down avec ça. Moi Moi aussi, je suis dans avec ça, parce que si t'as rien à dire, t'es aussi bien de répéter quelque chose que quelqu'un d'autre a dit qui est intelligent que de dire une niaiserie. Tu peux pas blâmer quelqu'un de vouloir faire quelque chose que c'est quasiment à 75% sûr que ça va marcher. Même si c'est refaire quelque chose d'autre. Mais en même temps, je peux voir comment que aussi c'est frustrant de voir comme OK, à la place de faire tes propres affaires, tu reprends quelque chose d'excellent de quelqu'un d'autre. J'ai plus de problèmes avec des remixes que avec des covers parce que je me rappelle, tu sais, il y avait une couple d'années qu'il y avait, j'en ai parlé une couple de fois où ce que Kid Rock avait fait une tune, mais sa tune qu'il avait fait, il avait juste mélangé Sweet Home Alabama de Leonard Skinner et Werewolf in London de Warren Zevon. T'as pas de mérite à mélanger ensemble deux des meilleures tunes au monde puis faire un hit. faire ta propre tune. T'as rien fait, c'est comme check, mon char va vraiment vite, c'est 2 chars soudés ensemble. T'as rien fait là. T'as rien fait. Vraiment, j'ai rien contre. Ce qui me dérange beaucoup, c'est quand ils reprennent une toune qui était très bonne pour la massacrer. Après, puis que t'es comme, ben voyons, qu'est-ce que t'as fait? Comment tu peux... D'avoir des amendes, là, Oui. pour ça. Ah, Ouais, oui. ouais. Dans l'époque Napster/Casa, là, il y avait une vidéo d'Avril Lavigne qui venait faire Complicated, qui avait repris en live Chop Suey de Silver Down. Oh. Et c'était un massacre sur les oreilles. Mais Mais- attends, moi, la pire... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, mais la pire... Écoute, j'en ai des frissons juste d'y repenser. Where is my mind des Pixies, que Ariane Moffat a repris. Puis Ariane, je l'aime, moi, d'habitude, là. Ariane, ma grande chum. Oh, ouais. Mais... T'es allé aux fraises avec, Mais- hier, le mois passé. Voilà. Mais sur ce coup-là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Non. Je l'ai eu sur le cœur, là, et je me souviens que je l'ai mis sur Twitter et que j'ai été retweeté. Je pense que c'est un des tweets que j'ai eu qui a été le plus Fait que là, retweeté. t'avais comme, je veux pas que ça se rende jusqu'à elle. J'ai pas aimé ça, mais je veux pas y faire de la peine non plus. C'est ça, mais c'est que la toune des Pixies est tellement bonne Ouais, que ouais. ta gueule! Mais ça, c'est inévitable que si tu reprends une tune, il y a des fans de la version originale qui vont dire qu'est-ce que t'as fait, t'as massacré ma tune. Puis il y a du monde qui vont aimer ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est que si tu reprends une chanson, premièrement, c'est une forme d'hommage, on s'entend. Ouais. Tu sais. Deuxièmement,
si Marie-Mé reprend une chanson de Beau Dommage, là, les fans de Beau Dommage à l'époque vont trouver ça pourri, probablement, parce qu'ils ont trippé sur la version originale, puis ça leur rappelle des bons souvenirs. Mais les gens qui trippent sur Marie-Mé, ils la connaissent probablement pas, la tune de Beau Dommage. Fait que ce qu'il faut voir, c'est l'espèce de seconde vie que l'artiste va donner à la chanson. Parce que souvent, c'est ça qui se passe. C'est des artistes, comme, exemple, Sylvain Cossette, qui a fait des tunes des années 70. Ça, y a-tu abusé de ça? Ben, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, ça a eu du succès puis qu'il a tiré la sauce. Il a fait plus qu'un disque que ça. Fait qu'on pourrait peut-être dire que si tu fais plus qu'un disque que ça, t'en retournes au puits pas mal. C'est ça. Le quatrième chalet payé par ça. Ouais, c'est ça. Peut-être que là, tu dis, peut-être que c'est le temps que je sorte un album original. Surtout qu'il faisait des bonnes tunes originales aussi. Mais, tu sais, originalement, tu dis, c'est vrai que les filles de 27 ans qui écoutent Rythme FM au bureau, ils ont peut-être pas connu le classique de Queen qui est sorti en 74, tu sais. Qui a pris une tune de Queen? Ben, je pense que sur un des albums de Sylvain Cossette, il y avait une tune de Queen mais c'est un exemple que je donnais, là, qui était pas nécessairement. Mais, fait que, tu sais, fait que c'est sûr que le fan de Queen qui tripait sur la version de Queen, il achètera pas l'album de Sylvain Cossette. Mais je pense pas que c'est le but de l'exercice non plus, même au cinéma, si quelqu'un faisait maintenant, Back to the Future, tu sais. Moi, j'y casserais une bouteille de bière dans le face. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est mon film préféré de tous les temps. C'est la raison pourquoi je joue de la guitare aujourd'hui. C'est sûr que je suis déjà prêt à péter à gueule au réalisateur qui va s'attaquer à un remake de ça. Sauf que je comprends aussi le flow de 12-13 ans. Il écoutera pas le film de son père, là, qui est même pas en 16:9, qui est même pas en HD, tu sais. C'est comme fuck it. Par contre, s'ils font une version avec Marty McFly qui fait des selfies puis qui les envoie dans le futur, là, ça, c'est rattaché à son quotidien. Fait que ça va avoir lieu d'être. Fait que je pense que ça s'adressera pas à nous, fait qu'on sera pas les personnes à qui demander leur avis sur la reprise de Retour vers le futur. Mais je pense que t'as raison parce que Jean Chardon parlait de comme comédie musicale, moi Gabriel est soufflé. C'est que j'essaie de repenser à d'autres reprises. Moi, j'aime les comédies musicales. Parce qu'il y en a des bonnes. Et il y a une affaire qui est très mal scriptée et très mauvaise, mais j'ai pas le choix de tomber dedans parce que c'est ça la seule affaire qui m'offre épisodique, ça a été Glee, ok? Ouais. Là-dedans. Puis ce qui est drôle, c'est que il y a plein d'exemples de enfants sur Twitter qui est comme mon Dieu, dans ça Believing, c'est pas écrit par Glee, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis pourtant c'est ça qui m'a fait aimer ça, tu sais. Un kid va découvrir Journey, puis dans le fond c'est super cool que ça arrive. Mais saison 1 ou 2, en fait un épisode complet sur Fleetwood Mac, tu sais, puis pour des jeunes leur public connaissent aucunement Fleetwood Mac. En tout cas, ça me surprendrait. Ouais, moi aussi, c'est ça. Ça fait voyager la musique, tu sais, on peut pas chialer. À un moment donné, faut comprendre quand il y a quelque chose qui s'adresse pas à toi, puis d'économiser ton énergie, ça donne à rien de chialer là-dessus. C'est pas, tu sais, je veux dire, quelqu'un de 40 ans qui chiale sur une reprise de Glee, là, je m'excuse, mais achète-toi une vie, fais quelque chose, là. Parce que ça marche pas, tu sais. T'es comme 30 ans trop vieux pour écouter Glee. Tu sais, puis en tant que personne qui écrit des chansons puis qui gagne sa vie avec des droits d'auteur puis des royautés puis de la ben oui, mais tu sais, tu te mets dans la peau de quelqu'un, de la personne qui a écrit Don't Stop Believin', là, c'était probablement Neil Sean là puis Steve Perry de Journey, tu sais. Je veux dire, ça fait des années que cette chanson là elle rapporte un certain montant, mais là tout d'un coup parce qu'il y a une émission qui est hyper populaire auprès des jeunes, il y a 4 millions de plus pendant 6 ans consécutifs qui te rentrent dans le compte de banque, tu dis comme massacrez-la, ma toune, et massacrez tout mon répertoire si vous voulez, tu sais. En passant, le pire mix que Glee ont fait, c'était horrible parce que ma comédie préférée dans la comédie musicale, c'est Singing in the Rain, qui vous touchez pas à ça, là. Puis ils ont fait un remix de Umbrella avec Singing in the Rain, Umbrella de Rihanna, là. C'était mauvais. Un genre de mashup, là. Ouais, mashup. Ok, ouais, non. Je comprends que c'est une idée, quelqu'un de... Je suis vraiment choqué, là. Je vais te demander. Quelqu'un de cave pense que c'est une bonne idée. Regarde, il pleut, mais la tune s'appelle Umbrella. Viens-tu de comprendre? Puis là, non! C'est trop facile, man. Pense-y un peu plus longtemps, là. C'est une fausse bonne idée. Vous êtes encore? Hey, j'y vais. Moi, je suis capable de piger là-dedans jusqu'à temps qu'il reste plus rien. Ou qu'il soit rendu 5 heures. Quel genre de musique écoutez-vous lors de vos moments intimes? Ouais. Ben, c'est que la part. Moi, sérieux, il faudrait vraiment que j'update ma playlist sexuelle. Parce que sérieusement, j'ai la même playlist, ça doit faire 7-8 ans. Puis on est vraiment tanné. On l'écoute plus d'ailleurs, on n'écoute plus de musique dans nos moments intimes parce que la playlist est vraiment outdated.
Fait que je peux même pas dire parce que ça serait gênant d'énumérer les chansons qu'il y a là-dessus. Fait que je vais passer la parole à Yannick. Voilà. C'est quoi? Non, j'écoute pas vraiment les affaires dans le moment intime parce que, tu sais, moi, regarde, mon iTunes est pas régimenté. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que ma blonde, elle, là, toutes ses iTunes, toutes ses stats, toutes ses listes, tout ça, c'est arrangé ensemble de toutes ces statistiques. Mais t'as vu, écoute sur Last.fm, de prendre genre... Last.fm, toutes ces affaires-là. Fait qu'on sait c'est qui fait le ménage chez vous. Oui, mais ma blonde est mélomane, fait que tout ça, c'est vraiment important que ça soit régimenté, là. Okay. Elle écrit les programmes pour Pop Montréal, elle écoute des artistes tout le temps, des affaires comme ça, là. Fait que, elle, toutes ses listes sont on point. Les miennes ne sont pas, fait que si on faisait jouer un genre de mix, à un moment donné, il y aurait un podcast. Il y aurait un podcast. Moi aussi, il reste un... Buzzkill! Ouais, il reste tout n'importe Pérus qui part, là. Ouais, c'est ça, il y aurait du François Pérusse. C'est scandinave. Monsieur, c'est quoi, Basic Show? Hey, c'est drôle, à quel point que quand j'étais jeune, vu que quand j'étais jeune, j'étais vraiment nerd puis intimidé par la musique. Fait que moi, j'ai découvert la musique par Rock et Belles Oreilles, par François Pérusse, par Weird Al Yankovic, tout ça. Fait que j'ai découvert les parodies avant les vrais tunes. Les vrais tunes. Fait que c'est comme, hey, Yoda, c'est vraiment bon. Là, t'entends que Lola, c'est une vraie tune. Après, par la suite, t'es comme, ah oui! Merci, Weird Al. Merci, Weird Al. Gabriel, qu'écoutes-tu dans tes moments? C'est possible, même. Mais, il y en a pas tant, on n'écoute pas vraiment de musique, mais avec mon premier chum, on écoutait toujours, fouille-moi pourquoi, l'album de Nirvana, Unplug in New York. Je peux voir le genre de moment intime que ça pourrait générer. Deux chemises carottées tombent sur le sol. La passion s'allume. Gabriel, c'est à ton tour de piger. Sujet de? C'est un sujet de Véronique Baudouin. On la remercie. Un sujet de Cédric Perron, @ced 112 10012. Les gens qui filment avec leur caméra photo ou leur appareil intelligent lors des spectacles. OK, ça, les iPhones, ça marche. Ben, on a le droit à ça. D'habitude, c'est écrit sur le billet, puis maintenant, c'est difficile à gérer, là, on s'entend. Moi, si t'as ton iPhone, ça me dérange pas. Mais si t'as ton iPad devant ta face, je veux dire, tu le vois pas le show, là. Tu vois juste une diffusion simultanée du spectacle. T'aurais pu rester chez vous puis regarder sur YouTube tout le monde qui pose des vidéos à la fin. Ça, puis non seulement ça, mais je veux dire, l'iPad, il est assez gros, là. Tu caches quasiment le show à quelqu'un qui est assis en arrière de toi, tu sais. L'impression, c'est qu'un iPad de 600$, t'as les moyens d'acheter un appareil photo à la limite, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Tu pourrais avoir les deux. T'as les moyens d'acheter tout ça, t'as un iPad chez vous, Chris, ça coûte cher, hein, Chris, ça va là. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Mettons, surtout prendre des photos pendant un show, comme, tu vas-tu vraiment regarder tes photos après puis faire, ah oui. Mais surtout avec Google Images, là. Ouais. T'as 99% des chances qu'il y ait quelqu'un qui ait pris la même photo, mais 1000 fois mieux que toi, là. Fait que, tu sais, Google Images marinée en show, là, t'en as 1 milliard, là. Prends-en pas plus, mais je comprends que c'est moi qui l'ai pris, c'est un moment dans le temps. Un film de vidéo de 2 minutes. Non. En fait, c'est que quand t'as manqué la toune, tu l'as pas vécu, là. Mais quand t'en regardes ça, t'as comme tendance à regarder l'écran, je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à regarder l'écran de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu regardes, t'es en train de regarder si t'es en train de faire une bonne job, là. D'autres, tu pourrais cadrer comme du monde, sérieux. C'est désagréable pour le monde en arrière de toi parce que soudainement, t'as une flopée de rectangles lumineux que si toi tu vas regarder le stage, t'as tes affaires qui ont une surbrillance tellement plus forte, ça gâche le show pour toi aussi, là. Ouais, non, ça c'est un autre point. Et puis tu viens quand je suis au Vatican, tu peux comme monter au top. Vatican dropping. Voilà. Puis écoute, moi puis le pape, on est bros. Alors la semaine prochaine, il t'a invité Benoît. François. Benoît, il a pris sa retraite, non, il y a le problème de pédophilie, c'est ça le problème. Et un épisode spécial conclave, on a très hâte. On va live, Chapelle Sixtine. Puis là, en haut, c'est fait de façon que genre, tu peux crisser le camp à terre, en top, là. Fais attention, parce que tu peux vraiment faire les camps, tu sais. T'as du moins avec l'iPad dans les mains à 2 bras, prendre des photos de Rome, prendre des photos d'eux-mêmes aussi, tu sais. Puis, je suis comme, crime, à ta vie, où-tu vraiment comme une photo nice, genre, une photo de profil Facebook, là, tu sais. C'est un gros risque, là, pour l'outcome, là. Ouais. C'est un gros risque. Tu sais, je comprends de vouloir capturer un moment, mais capturer le moment avec tes propres yeux puis être là pour de vrai. Ça compte. C'est encore mieux. Oui. Prends juste une photo puis
vis le spectacle. Fait que quand tu vas voir la photo, tu vas hey, je me rappelle quand j'ai vu tout ce spectacle-là. C'était vraiment le fun. Mais je suis d'accord parce que, tu sais, des fois, t'as le choix entre vivre le moment ou le prendre en photo. Ouais. Ah, mais ça chauffe dans les limites. T'as le temps de, comme, tu demandes une heure et demie dans les bras avec leur iPad, là. C'est comme sérieux, dude, non. Oh! Yves! Et Schwen. Non, mais c'est une mission complète. Non, mais c'est chien. Schwendenman. Un autre star qui est Gabriel massacre le nom du temps. Ouais, je suis désolée. Un commercial Ishwen sur Twitter. Les messages politiques durant les concerts, pour ou contre. Un quoi? Les messages politiques durant les concerts. Aimez-vous ça, vous autres, Ah ben, moi, j'adore ça quand Bono décide de dire des choses. Il y a juste lui qui fait ça anyway. Ouais, ben c'est ça. Il y a juste Bono qui... regarde. Bono, c'est Bono à Saint-Jean, puis à part ça, il est plus un être humain, il est comme une caricature, puis il est un être humain en même temps, Bono. Avec ses lunettes, il a décidé de... Parce que tu sais, Bono avec ses grosses lunettes noires, là, à un moment donné, c'était un personnage de tournée de YouTube qui s'appelait The Fly, ok? Qui a commencé à les porter pour de vrai. Fait qu'il est officiellement devenu un weirdo. Puis là, il commence à parler de... Ben là, c'est grave, ailleurs. Okay? La situation en Ougandou. Ouais, c'est ça. C'est où, ça? Mais il y a juste toi qui peux, t'es multimilliardaire, fait que tu peux plus faire passer du temps à, ouais. Mais tu sais, c'est que, ok, si tu as un groupe qui est engagé politiquement, puis toi, tu parles de politique, je comprends que ça se peut qu'ils en parlent dans leur show, tu sais. Non, mais pense-en dans tes tunes. Déguise ton message pour qu'il soit divertissant. Mais c'est que, là, mais c'est ça, c'est que si tu vas voir quelqu'un qui en parle jamais, puis il drop des affaires. Ouais, ça n'a pas rapport. Ben, moi, je dois confesser que, puis ça, c'est vraiment pas une joke. La semaine passée, j'étais malade, j'ai passé une couple de jours tranquille à écouter des DVD dans mon lit. J'ai écouté U2 live à The Rose Bowl à Los Angeles. Puis à toutes les fois que Bono partait sur un de ses rants politiques, je fast-forwardais jusqu'à temps que je voyais The Edge faire un accord de guitare, puis là, je faisais sur play. C'est comme, t'es pas là pour ça. Il y a pas une pénurie de messages politiques dans les médias en ce moment. T'sais. Je veux dire, si tu veux avoir des témoignages, là, tu peux aller sur YouTube puis faire un overdose de témoignages. Mais quand tu achètes un DVD où tu vas voir un spectacle d'un artiste qui fait de la musique, pour la pyrotechnie, tu vas voir des écrans. Tu veux entendre les tunes au moins, tu sais, sérieux. Mais non, je suis vraiment d'accord avec toi que c'est comme, tresse ton message dans ta tune. Dans ton art. Que Tu sois un peintre, que tu sois un cinéaste, que tu sois un musicien, tu l'as dit de façon très éloquente. Tresse ton message dans ton art. C'est un cinéaste qui a venu, le film passe sur pause. Bon, là, pas trop de temps. C'est le temps de dire. Tu sais, tout le monde, quand c'est le temps d'être diverti, tout le monde aime se faire prêcher les choses. Oui, on adore tout ça, être sorti de notre bulle de divertissement pour se faire rouspéter quelque chose puis dire... La propagande dans tes oreilles. Tu sais, la seule affaire qu'on est tous d'accord, c'est on devrait recycler plus. C'est le seul message. Non, mais tu sais, c'est parce que là, t'es-tu là pour me faire sentir coupable d'avoir le moyen de payer 200$ pour venir voir ton esti de show? Ah, ouais, c'est sérieux, pour YouTube, c'est vrai que c'est encore pire parce que, hey, si tu veux des bonnes places, tu dois payer tout de même énormément. Je sais pas, moi, j'avais pas le moyen, j'ai acheté le DVD à la place. Voilà, tu sais. Puis même là, le DVD, c'est comme, cet argent-là, ça va à eux autres, là, mais, c'est moi, frère, ça arrive-tu des fois qu'il y a des vos fans sont comme convaincus que t'es comme buzz avec Bono, ça arrive-tu des fois qu'ils te demandent de faire la même ou ça arrive jamais? Non, ben, à ce point-là, non, mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce que les gens pensent qu'on vit comme réalité puis ce qu'on vit vraiment comme réalité au Québec. Ils pensaient que tu branches avec Céline Dion, mettons, puis... Ben, ils pensent, tu sais, que... Moi, je me rappelle quand j'étais à Chicoutimi puis j'écoutais la télé, là, à 12 ans, là, je pensais que, tu sais, aussitôt que t'étais à la télé, t'es un multimillionnaire. Tu sais, ça se peut pas d'être à la télé si... Tu sais, t'es comme rendu là, ça veut dire que là... riche en crise pour toi, là. Ah non, c'est ça, exact. Mais Yves Corbeil doit être riche en crise parce que lui, il fait plein de doublages de films américains, pis ça, c'est l'affaire la plus payante. C'est un mauvais exemple, mais je sais ce que tu voulais dire. Ben, je te traitant national. Ouais, exactement. Fait que les gens, ils pensent que, sérieusement, on se promène en jet privé, pour vrai, puis que on a des limousines, puis tu sais, moi, j'arrive avec ma Volkswagen, là, puis tu sais, mais ma blonde, faut que j'avoue que ma blonde est un peu gênée qu'on se promène en Volkswagen, parce que, réalistement, c'est vrai que techniquement, on pourrait se payer mieux, mais moi, je suis un peu minimaliste là-dessus, puis tu sais, je suis pas un flasheux de cash, là, dans la vie, là, mais je veux dire, on pourrait quand même pas se payer un chauffeur personnel avec une limousine parquée dans le cours qui lit le journal en attendant que peut-être qu'on ait besoin de lui, là, tu sais. Puis que si on va faire un spectacle à Trois-Rivières, on y va pas en hélicoptère.
comme peut-être les gens qui ont écouté Star Academy pensent que c'est ça la vérité. Fait que il y a vraiment un gigantesque décalage entre ce que le fan typique pense qu'on a comme rythme de vie puis ce que vraiment on a comme rythme de vie, là. Ça, c'est ça. Quand ils nous croisent, plus tard à Poutine cheap, ils diront, oh mon Dieu, ils mangent la poutine, ouais. Mais c'est arrivé, justement, je parle de Trois-Rivières, c'est arrivé à Trois-Rivières, après le show, que je suis allé, puis ma blonde était même pas là, mais ma blonde est la première présente quand il est question de poutine. Mais là, pour une raison ou pour une autre, elle était pas là. Elle signe des autographes après chaque spectacle pendant 2-3 heures. Fait que nous autres, on va boire de la bière puis manger de la poutine. puis vraiment, Trois-Rivières, tu sais, des fois, il y a un line-up qui se fait, parce que là, les gens qui sont... Tu sais, si on va manger de la poutine dans un restaurant pas loin de la salle de spectacle. Mais là, la plupart du monde qui sont au resto de poutine, ils sortent du spectacle, tu sais. Fait que là, ils voient le band qui est dans le restaurant de poutine à manger de la poutine puis ils comprennent, ils computent pas, tu sais. C'est un peu comme le mois passé, j'étais allé au Apple Store à partir de mon studio, puis c'est une marche d'à peu près 30 minutes. Il faisait super beau quand j'étais allé. Là, quand je suis sorti de là, il s'est mis à pleuvoir. Fait que j'ai pris le métro, tu sais. Mais tu sais, les fans de Marie-Mé, tu sais, c'est vraiment il y a beaucoup de fans de Marie-Mé qui sont dans l'âge, tu sais, qui sont des étudiants, puis ils prennent le métro. Tu sais, il y a au moins 4 personnes qui venaient me voir pour soit une photo, soit un autographe, puis ils m'ont tous fait le commentaire. Jamais j'aurais cru que tu prendrais le métro, tu sais. Ben, j'étais là à pied, puis il fallait... J'ai un char, mais... C'est me croiser, genre... pas plus que Katy Perry dans le métro. Ouais, c'est ça. Il y a comme pas tant que ça de décalage, tu sais. Ils font pas une distinction entre Katy Perry puis Marie-Mé, tu sais, au niveau standing, tu sais. Mais au niveau compte de banque, je veux dire, on peut pas se plaindre, mais probablement que Katy Perry, elle peut se plaindre pas mal moins que nous autres. Appelle le prochain album Prisme, puis voilà. Achète le prochain album s'appelle Prisme 2, voir qu'est-ce qui arrive. Ouais, c'est peut-être ça qui a fait que... Ah ouais, mais c'est vrai que moi j'étais allée manger des hot dogs et de la poutine justement avec mon copain. Puis on est au Lafleur en Brossard. Toujours, on est toujours de même. Puis la fleur dropping. Oui, la fleur la fleur en Brossard. Même mais on est en train de souper là et à côté de nous il y a Pierre-Carl Pelado avec ses enfants. Puis les deux on n'est pas starstruck là, c'est encore moins Oli qui est comme la personne la plus, là j'ai le goût de dire bête, mais full plateau Myland, Power, hipster. Il est terre à terre, disons que c'est timide et tu sais c'est pas le typique fan qui va sauter sur quelqu'un pour lui demander un autographe. Non, pas tout là, fait qu'on mange puis il est à côté de nous et tout, puis il s'en va, puis là dès qu'il part, t'as mon chum qui fait c'est Pierre-Carl Pelado, puis je suis comme ah ouais, mon Dieu, il a dû me trouver bête parce que moi je le dévisageais à cause que ses enfants se tenaient pas. Fait que mais moi je l'avais zéro replacé, zéro reconnu, mais il était comme au Mange de la poutine, puis il était là. Ouais. Mais je me rappelle, on a au lancement de l'avant-dernier album de Marie-Mé, il s'est pointé en vélo. Il est parti de chez eux, mais lui c'est un sportif, puis c'est le kid. Mais tu sais, vraiment les cheveux coités dans le vent, puis le kid en lycra là, tu sais, puis c'était ça là, tu sais, fait que il se promène. Je pense que c'est un people person. Ah mais c'est ça, peut-être. Qui c'est qui va me juger? Je peux ordonner leur mort avec avec mon application iPhone. Tu sais, c'est quoi la nouvelle affaire? C'est ta mort. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray. Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben, des splitters de HDMI. Exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis, ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie, une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobière.com. Oui, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. trobière.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de
plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi. Fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Pour ou contre les chansons en français mais avec des refrains en anglais pour que ça sonne mieux? Mathieu _ Smith. Premièrement, moi je trouve pas que ça sonne mieux de la musique en anglais. Peut-être que je suis seul de la gang, là. Moi, Je trouve pas que ça sonne mieux quand c'est en anglais, moi personnellement. Moi, je trouve que les paroles épaisses passent mieux en anglais, parce que c'est comment je veux dire, c'est Oui. moins. Oui. C'est ça que je veux dire. Les paroles épaisses sonnent mieux en anglais. Mais en tout cas, moi ça m'est arrivé d'en faire des tunes de même. Fait que je peux pas dire c'est de la grosse merde. Mais mettons des... Ben, il y a une tune sur l'avant-dernier album de Marmy qui s'appelle Heart Attack. Le refrain est en anglais, puis le reste est en français. Je pense que Marie, mais elle a déjà dit en entrevue qu'elle a préféré comme écrire en anglais en premier, puis ensuite... Ben, on fait souvent ça. Puis un des gros défis qu'on a, c'est que c'est vrai que là, je vais peut-être un peu me contredire, mais c'est vrai que c'est plus facile de faire sonner quelque chose en anglais que de faire sonner quelque chose en français. C'est-à-dire que, comme tu dis, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis que tu peux chanter un peu n'importe quoi en anglais puis ça sonne bien, mais quelque chose qui est bien écrit en français sonne pas moins bien que quelque chose qui est bien écrit en anglais. C'est ça mon point. Puis moi, les fois où je l'ai fait, c'est juste parce que je trouvais ça cool. Je me suis pas posé la question genre, oh là, faudrait-tu qu'on fasse un refrain en anglais pour que ça pogne ailleurs? Ou c'est juste que c'était cool. Je trouvais que le mélange était approprié. Fait que c'est comme n'importe quoi, tu sais. Une tune avec la guitare, ça sonne-tu mieux qu'une tune avec du piano? Non. Mais il y a des tunes qui fit avec la guitare, il y a des tunes. En fait, on vient de Montréal, fait qu'on est habitué de parler en franglais, là. Pour nous, c'est normal. C'est un peu ça aussi, tu sais. Mais plus loin, c'est plus... Mais moi, je comprends ça parce que pour les jeux sur lesquels j'ai travaillé, pour Mercenary Kings, j'ai écrit à peu près plus que 1000 lignes de dialogue, puis j'ai écrit en anglais, puis après j'ai dû aller traduire en français. C'est il y en a qui c'est du dialogue, il y en a qui c'est des jokes, il y en a qui c'est des descriptions. Puis il y a une façon que l'anglais se compresse plus facilement en moins de mots. C'est vrai ça. Qui est très facile à écrire, puis c'est facile de faire fitter ça dans un certain rythme que en français, on dirait que tous les mots expliquent un peu plus, sont moins vagues, mais tous les mots sont plus longs. Fait que c'est difficile de les faire fitter dans mettons le même rythme, le même temps. Fait que je comprends que si tu voulais écrire quelque chose de plus rythmé, tu irais en anglais. À cause de la simplicité de la langue. Dans le fond, des fois, en français, quand t'écris, tu te rends compte que la langue est un peu victime de sa propre richesse puis de sa propre complexité, tu sais. Imagine, Roar de Katy Perry en français. Rugissement. Ouais, à quel point c'est ridicule. Ouais, je vais rugir. Tu vas m'entendre rugir. C'est ça, tu sais. En plus de nos voix qui sont vraiment incroyables, c'est très beau à entendre. Mais, là. Non, mais c'est vraiment imbécile et épais, tu sais. C'est vrai. Marcher à l'os, pis tu pourrais jamais avoir quelqu'un qui fait une niaiserie. Mais il y a quelque chose de... Tu sais, laver, là, quand on rit, mais Chris, ça pourrait pogner le matin. Washing, ça sonne moins bien. Fait que vois-tu, la médaille à deux côtés. Non, mais on tourne une niaiserie de M16 Nanoit, là, qui est l'MFAO, c'est clair, c'est comme assumer cet épais, là, tu sais. Ouais. Mais, crème, je suis sexy, puis je le sais. M16 Nanoit. À la limite, là, tu sais que t'as marché ça ferait comme weird un peu, là. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais tu sais, en résumé, je pense que ça vient juste à... C'est-tu catchy? C'est-tu le fun à écouter? On s'en fout, là, tu sais, je veux dire. Ouais, ben, c'est ça, parce que je me dis, quand toi, tu écris la tune, c'est juste, faut que ce soit catchy et que ça marche avec le rythme, le tempo que j'ai créé auparavant. Et,
qu'il y ait un bout en anglais, qu'il y ait un bout en français, je m'en soucie vraiment peu. Je veux une affaire qui soit harmonieuse. C'est ça. Ouais. Tu feel happy, exactement. René Dicker qui se retourne dans son condo à Vegas. Mais c'est ça, en résumé, là, c'est sûr que de temps en temps, là, t'écris une tune en anglais, t'essaies de l'adapter en français, puis le refrain, là, il sonne mieux en anglais, on le garde en anglais, ça finit là. Tu sais, tu dis, OK, let's do this. Mais ça plus encore? Ben ouais. OK. On est quasiment 5 heures, je pense, hein? Quasiment 5 heures, parfait. Ouais, 5. Il y a moins de on 5. a le temps d'un autre, c'est correct. On fait un dernier, puis on écoute. Le temps de dégriser un peu plus. Puis, Guillaume Lacerte nous demande, mais qui fait la musique des films porno? Je peux dire que c'est pas moi. J'espérais tellement que tu fasses. Je l'ai déjà vu. Mais Une pièce et demie de 30 minutes. on m'a demandé une fois, il y a un site pornographique québécois qui m'a demandé de faire de la musique. Puis moi, qui est toujours à l'affût des façons de faire découvrir ma musique de manière saugrenue, j'ai dit pourquoi pas. Mais on s'est pas entendu sur le prix, fait que je charge. La réponse, c'est que je charge trop cher à faire de la musique de porno. Fait qu'à la question, mais qui fait la musique des films porno? Les compositeurs qui chargent pas cher. Voilà. Il y en a plein. OK, ça c'est vraiment bon. Danny Beaunoyer nous pose une question musicale et c'est: est-ce qu'un hit pop a autant de valeur qu'un hit de tout autre style de musique? Moi, je vous dirais peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais pour quelqu'un qui compose de la musique populaire que le monde connaît et qui compose bien plus de musique pas populaire que personne connaît, entre autres la musique de film puis la musique de télévision. Comment on connaît la chanson, Frédéric? Ouais, mais ça c'est une tune pop, c'est pas la même affaire, c'est des thèmes d'émissions de télé, mais la musique qui se passe pendant l'action dans une émission, tu sais. Moi je pense et je suis pas mal convaincu qu'une chanson pop, c'est pas mal plus difficile à écrire que n'importe quel autre style de musique parce faut juste que ça plaise à tout le monde. Ben ouais, mais c'est ça, mais imagine-toi la difficulté de trouver une tune pop parce que les contraintes, c'est que pour que ça puisse être accrocheur rapidement, ce qui est quand même une caractéristique assez commune de toutes les chansons populaires, une chanson qui est facilement mémorable. Il faut que ce soit mémorable, première des choses. Puis pour que ce soit facilement mémorable, faut qu'il y ait un certain niveau de simplicité parce que pour que le cerveau humain l'assimile facilement, faut qu'il y ait un certain niveau de simplicité. Mais faire une chanson simple qui sonne pas comme une autre chanson simple, c'est difficile parce qu'il faut que tu restreignes tes éléments. C'est-à-dire que si tu décides de mettre 43 couplets puis 53 accords dans ta tune, c'est sûr que ça sonnera pas comme aucune autre tune, puisqu'il y a aucune autre tune qui a autant de couplets puis autant d'accords puis autant de complexité. Mais si ton barème est de faire une chanson qui est facilement comprenable puis mémorable, puis t'as des espèces de contraintes de temps, l'affaire pour que ce soit original puis que ça se démarque des autres chansons qui essaient de faire la même affaire, c'est bien plus difficile. Fait que c'est plus difficile de composer une chanson pop qui devient un hit que de faire n'importe quel autre style de musique qui devient un hit. Même dans la pop, il y a comme à la limite de certains degrés, tu sais, dans le sens que, mettons, Rolling in the Deep de Adele peut être moins épais que, mettons, une tune de Kesha à un certain niveau, quand je veux dire. Ouais. Tu sais, il y a aussi ce niveau-là. Oui. Like You est pas même à simplicité que... Mais ça veut pas dire que c'est plus facile de faire la tune d'Adele que de faire la tune de Kesha. C'est ça mon point. Ouais, ils ont le même, il y a la même courbe de difficulté. Oui, c'est que... Oui, c'est sûr qu'elle a réussi avec plus de comme, gros niveau, mettons, tu sais. Parce que l'argument, là, des gens qui dénigrent la musique pop, puis moi je le sais parce que ça fait des années que je gagne ma vie à faire de la musique populaire, entre autres. L'argument... dénigré Fred, puis on est choqué contre ça. Non. Injustice! Là pour nous défendre. Non, mais l'argument des gens qui aiment pas la musique pop qui dénigrent la musique pop, c'est que y a rien là à faire ça. C'est simpliste, y a rien là à faire ça. OK. Si toi tu fais de la musique complexe, du Myland, bizarroïde, jazz, puis t'es frustré parce que le monde il achète pas ça, puis qu'il se fait pas une scène, puis que tu trouves que la musique populaire c'est des vendus. OK. Trouve-toi un pseudonyme, c'est facile comme ça là. Trouve-toi un pseudonyme. Fais-moi-en une tonne, fais-en une pour Kesha, mais dis pas que c'est toi, là. Si tu veux pas que personne sache que tu t'es rabaissé à faire ça, là, dis-le pas à personne. Si, toi, tu trouves vraiment que c'est facile de faire une tonne de Kesha qui rapporte 43 millions en un an, là, fais-en une en 10 minutes. Après ça, tu feras toute la musique compliquée que personne veut entendre. Puis, tu sais, de la musique artsy-fartsy que tu veux faire, il y aura personne, personne va te dénigrer parce qu'ils sauront pas que c'est toi, mais tu vas rouler sur l'art, t'as juste à pas le dire à personne. Ben là, c'est là que, quand tu sens cet argument-là, que le monde ferme le gueule. Parce qu'il serait,
Parce qu'ils savent que c'est pas facile de faire une tune pop. Il y en a en masse qui ont essayé des jazzmen qui trippaient pas sur le pop, qui ont dit, moi, je vais la faire la passe de cash, il y a rien là. Puis qui ont essayé puis qui se sont plantés à la face, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, c'est une affaire que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est, beaucoup d'artistes que j'aime qui font des trucs plus compliqués. Quand j'ai vraiment parlé d'affaires pop, ils sont comme, ah non, est-ce que c'est bon, là, tu réalises pas à quel point que c'est difficile de faire ça. Je me rappelle, tu sais, juste aller dans le cinéma un instant, j'avais lu une entrevue avec, tu sais, comme Christopher Nolan qui a fait les films de Batman. Ah ouais. Puis quelqu'un il a dit, c'était son photographe de plateau, il dit, Christopher Nolan, là, il capote sur Michael Bay, là. Il dit, les films de Transformers, il les écoute tout le temps, puis il dit, moi, je trouve que c'est de la merde, mais lui, il les écoute, puis il est comme, il capte une affaire au-delà que tout le monde crée ces films-là au vidange, puis moi aussi, je le fais aussi. C'est ça. Mais lui, il est capable de faire à un autre niveau, tu sais. Ouais, ça me dit, non, lui, il y a une capture de l'image qu'il voit, puis tu sais, il y a plein de cinéastes qui sont comme, ouais, ce gars-là, tout le monde le sac au vidange, mais tout le monde va voir ce film anyway, mais il y a quelque chose à voir là, puis c'est l'affaire que je trouve intéressant, c'est n'importe qui vaut son sel, qui fait des affaires plus complexes, va pas cracher sur une affaire populaire qui est faite pis qui est savourée par tout le monde, parce que je pense que la plupart des artistes qui aiment vraiment leur affaire, ils veulent que le plus de monde possible savoure leur œuvre. Mais c'est de la communication, l'art, c'est de la communication. Ouais. Ça sert à quoi de parler si tu sais qu'il y a personne qui t'écoute? Ça m'a amené. Tu vas te parler à toi-même. Pas qu'il y ait aucune valeur à se parler à soi-même, mais c'est assez limité, on s'entend. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que la plupart des artistes rêvent de faire, même si c'est une affaire plus complexe, ils espèrent que ça sort sincèrement d'eux autres, puis ça rejoigne plus de gens. Puis, dépendant de la personne, ça arrive, des fois, ça arrive pas, là. Non, c'est ça, mais tout comme j'encourage pas quelqu'un qui aime pas la musique populaire à faire de la musique populaire, tu sais. Mm-hmm. J'encourage personne à faire quoi que ce soit que t'as pas le goût d'entendre toi-même. Ça n'a pas rapport, tu sais. Ça sert à rien. Moi, tu sais, puis je reviens encore à ce que je disais. Il y a des gens qui me demandent, c'est quoi ta formule pour faire des hits? Ben, moi, j'aime les hits dans vie, puis j'essaie de faire des tunes que j'aime, puis la résultante, c'est que de temps en temps, j'en fais une qui finalement devient un hit, mais j'en fais plein, je réussis bien moins souvent que j'échoue. Il faut savoir que t'écris comme pour Marie-Mé, ta femme, mais t'écris aussi pour plein d'autres monde aussi, là, tu sais. Ouais, mais même Marie-Mé, sur un album de 12 tunes, il y a 3-4 hits. T'sais, je sais, on aimerait ça en avoir 12 sur 12, puis on n'est pas capable. Je veux dire, on n'a pas de formule. On essaie toujours, tout le monde qui fait de la musique puis qui a le goût que les gens l'entendent, ils essaient juste d'écrire des hits, là. T'essaies d'écrire une chanson que les gens vont se rappeler, qui vont toucher le monde, puis tu réussis une fois de temps en temps. Les meilleurs, c'est The Best of Us, là, ils réussissent une fois de temps en temps. Il y a personne qui réussit à juste faire des hits, c'est impossible. Ben, c'est que les gens oublient que pour tous les bons trucs qui ressortent, t'as 1 million de crap qui est arrivé avant. Tu sais, à quel point t'essayes des jokes toi-même en show constamment pour arriver à l'affaire qui est ben oui. Ben oui, tu vois, mettons la V1 versus le final que tu vas, puis le texte en même temps qui est jamais vraiment final parce qu'il y a toujours place à gosser quelque part et tout, mais mettons une V1 versus une V12, t'es comme, c'est le jour. Il y a un monde, nuit, exactement. Yannick, t'es tombé sur le script. Yannick, t'es tombé sur le script original de Back to the Future récemment. Ouais, ben moi, je suis un nerd de scénarisation, fait que je lis des scripts, je lis des différents drafts de scripts, puis j'ai lu le 4e draft qui est pas Qui est pas le premier, là. Qui est pas le premier. Non, sais-tu quoi? Il y a une époque où, dans Back to the Future, Marty revient en 1985 en allant à un test, à une place où il teste la bombe nucléaire, puis il utilise cette énergie-là pour faire marcher la machine nucléaire pour revenir en 85, là. Tu sais. Okay. On est loin du... Ça rien à voir. Ça, c'est Back to the Future a été écrit et réécrit pendant 7 ans. Wow. Avant d'être la forme qui a été filmée. Hey, ils ont dû être contents que ce soit un hit en sacrement. Oui. En fait, c'était rough time parce que Robert Zemeckis, il avait comme travaillé, il avait été produit comme par Spielberg 2-3 fois. Il était à sa 4e hypothèque. Fallait que ça marche. C'était une situation exactement comme ça. Ouais. Je sais pas si ça a marché cette fois-là. Ouais, parce que là, c'est make or break. Mais, non, c'est exactement, tu peux pas deviner quand ça va marcher. Puis, non. Mais, regarde, laisse-moi t'offrir deux réponses. Quelqu'un te demande, t'as-tu une formule? Tu dis, soit tu réponds, oui, donne-moi 50$. Là, tu inventes quelque chose. Ouais, c'est ça. Ou tu réponds plus honnêtement, j'aimerais tellement ça. Ouais, c'est ça.
drop toute ta face comme si t'étais vraiment triste, tu dis, j'aimerais tellement ça. Mais la vérité, c'est ça. C'est que j'aimerais tellement ça parce que, tu sais, pour qu'il y ait 12 tunes qui se ramassent sur un album, c'est-à-dire t'en écris 25, anyway. Puis là-dessus, là, t'as 3 hits si t'es chanceux en sacrifice, là. Fait qu'imagine-toi la crap que tu crées, même quand ton métier c'est ça, puis que t'as relativement du succès dans ce que tu fais bien plus de merde que de hits. Fait qu'imagine, tu sais, je veux dire, c'est comme, on n'a pas de secret, là. Puis même ceux qui font une série de succès pendant un certain temps, à un moment donné, tu l'échappes, puis c'est fini, tu sais, le temps passe, puis il y a d'autres choses qui tombent à la mode, puis t'es comme plus nécessairement en contact avec ce que les gens ont le goût d'écouter. Puis si t'es vrai avec toi-même, tu vas pas te mettre à écrire ce que tu penses que les gens vont écouter. Tu vas juste changer de job. Ça fait 10 ans que t'écris personnellement avec Marimé. Est-ce que, des fois, c'était, mettons, la mode, il y a 10 ans, j'ai parlé de Daddy Yankee, on entend plein reggaeton avec Sean Paul à l'époque, là, comment est-ce que tu fais pour, genre, t'assurer d'être au goût du jour? Est-ce que t'es vraiment obligé d'écouter? Ben, je suis pas obligé d'écouter. J'étais un consommateur de musique tellement, tu sais, de masse, là. Tellement que quand j'ai été malade une couple de semaines, j'ai passé la semaine à écouter, à regarder des DVD puis à écouter des albums que j'ai achetés puis que j'ai pas eu le temps d'écouter parce que il y a plus d'affaires qui m'intéressent au niveau musical qui sortent. Tu sais, je parle de nouvelles affaires parce que je compte pas tout ce que j'aime qui date du passé. Mais il y a plus d'affaires, ouais, justement. Il y a plus d'affaires qui sortent que de temps que j'ai pour les écouter. Fait que j'ai pas besoin de faire un effort conscient pour me garder au goût du jour, entre guillemets, parce que j'écoute toujours de la nouvelle musique. Fait que c'est comme si mon bassin d'influence se remplit sans arrêt. Je veux juste souligner que quand tu fais des guillemets dans les airs, tu le fais avec un doigt. C'est tellement cute. Moi, ça? Gabriel est charmé par tes mais c'est parce que, non, mais c'est parce que, c'est parce que tout le monde le fait à 2 doigts. Oui. Mais si tu fais ça 2 fois à 2 doigts, t'as des guillemets doubles, man. T'as comme 4 petites lignes si tu prends 2 doigts pis t'es fait. Un doigt. Hey, écoute. Des vrais guillemets. Ouais. Des vrais guillemets ici. J'avais pas ça pantoute. Fred, merci beaucoup d'avoir été là pour un extra. C'était super. Ça me fait plaisir, les amis. J'ai eu du fun incroyablement. Ben, j'espère que tu vas revenir. En tout cas, nous autres, on t'invite et tu reviens quand tu veux. Vous me réinviterez quand il y aura un invité qui se cancellera à la dernière minute. Mon studio est pas loin, fait que je vais venir. La bière gratuite, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis oui. La bonne trou du diable. Voilà. C'est quoi, même, on va t'inviter quand il n'y a pas un invité qui s'est cancellé. Tu vas être le headliner, anyway. Headliner. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Un peu partout. C'est vrai, ça c'est intemporel. C'est intemporel. Sur YouPorn. Oui, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur tout le kit. Google-moi. Google là. Je gazouille commercial de Pierre-Luc et c'est ça. Moi aussi, je gazouille de temps à autre et je retweet les insanités de Pierre-Luc de façon quotidienne ou presque. @commercial Fred Saint-Gelais sur Twitter, @commercial Fred Saint-Gelais sur Instagram. Je suis pas sur Facebook. Facebook, c'est... C'est que tu t'ostines vraiment souvent puis tu chiales là-dessus régulièrement. Ben, il y a tout le temps des faux Fred Saint-Gelais sur Facebook, là. Pourquoi t'en vois pas un vrai puis c'est le tien? J'en ai un vrai qui est désactivé puis que j'active de temps à autre pour pouvoir aller reporter les faux Fred Saint-Gelais. Mais le problème... c'est que là, tu crées un profil, mais tu peux créer une page Facebook. Ouais, je sais, c'est trop compliqué, là. Il y a trop d'affaires. Tu sais, à un moment donné, il faut que je trouve le temps de m'asseoir, de prendre ma guitare puis d'écrire une tune, là. Fait que Twitter, je trouve que c'est short and sweet. Puis Instagram, c'est encore plus facile, encore plus rapide. Fait que je préfère... Tu peux pas l'écrire, tu prends une photo. Tu prends une photo, toi, c'est that's it. Fait que je pense que jusqu'à là, Facebook, là, j'ai pas eu de regret de fermer mon compte. Alors tout le monde, je ne suis pas sur Facebook, méfiez-vous des imitateurs qui n'ont pas de vie. Il n'est pas sur Facebook. Je suis sur Twitter et Instagram @YannickBelzile. Voyez les niaiseries que je raconte quand j'écoute l'arbitre le vendredi soir, entre autres. Ou c'est pas vrai, j'aime vraiment ça. Ouais, tu découvres une petite rêve de vie que t'es content de pas faire partie parfois. Alphonse Goldwater fait le meilleur job que Judge Judy. Fait que c'est même pas vrai. Parce que je suis un pro de ces genres d'émissions-là. Oui, c'est vrai, t'es un pro. Et ça, vous pouvez voir les dessins de mon sketchbook que je prends en photo sur Instagram @YannickBelzile. Vous pouvez voir ça. Alors, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés une fois de plus cette semaine. Fred, merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous écouter et à la prochaine bière.